Salam alaikum. Monsieur le doyen, monsieur le vice-doyen, chers collègues, monsieur le directeur général, chers amis venant de pays lointains d'Afrique, et chers collègues, chacun en son nom et en sa qualité, chers étudiants, c'est un immense plaisir que d'être avec vous aujourd'hui. Et je remercie mon ami Sekharis de nous avoir donné cette occasion pour discuter d'un thème qui est extrêmement important, relatif à la santé et sa relation avec l'investissement et l'emploi. Et je vais vous présenter aujourd'hui cette expérience qui me tient parfaitement à cœur parce que c'est une association où, à côté de ma carrière professionnelle, je suis très actif au niveau de la société civile. Donc c'est une association qui est présidée par le professeur Bellemki, qui était professeur au CHU de Rabat et qui est actuellement professeur au CHU Cheikh Zayed et qui est l'un des grands ophtalmologues du Maroc. Moi je suis Abdelatif Bouezza et je suis vice-président de cette association. Justement, professeur Mohsin m'a facilité un peu la tâche parce qu'il a son point de chute, c'était l'importance du partenariat public-privé. Et ça, c'est un exemple parfait du partenariat public-privé. Mais côté association, qui, vous allez le voir, joue un rôle, je ne vais pas dire qu'elle remplace les CHU loin de là, mais elle complète ce que fait le CHU et c'est grâce aux enseignants-chercheurs, c'est grâce aux résidents que je remercie. On n'arrête pas de les remercier parce que sans eux, notre association n'existerait pas. Ça, c'est important. Et justement, le rôle de cette association, c'est de, vous allez le découvrir par la suite, mais c'est juste une petite introduction pour faire une petite transition, c'est de jouer un rôle pour assurer une certaine équité et une certaine justice sociale pour permettre à ceux et celles qui vivent très loin des grands centres hospitaliers, urbains, d'accéder eux-mêmes à une médecine de qualité à travers des unités mobiles. C'est une innovation sociale d'ailleurs qui joue un rôle extrêmement important à travers le royaume. Donc mon intervention va tourner autour de 3 axes. Je ne vais pas tarder parce que depuis hier, on a entendu parler des nombreux défis que nous avons, que ce soit au Maroc ou ailleurs, malgré tous les efforts qui sont déployés par nos gouvernements et à leur tête, bien sûr, par tous les décideurs et sous la clairvoyance et les orientations de Sa Majesté le Roi au Maroc, qui a décidé il y a 3-4 ans de généraliser la couverture médicale et la protection sociale, mais on va le remarquer, plusieurs défis restent à relever, c'est normal, c'est tout un début parce que c'est un chantier énorme, et justement notre apport c'est de s'inscrire dans ces orientations et aller chez le malade. C'est ça la différence. Zineb a parlé de la médecine fixe, c'est justement les hôpitaux, les CHU, etc. Mais nous, notre association va chez le malade pour pouvoir relever les défis que présente la santé rurale. Santé rurale entre guillemets, et vous entendez bien qu'il y a une santé au niveau urbain et l'accès à la santé au niveau rural. Bon, parmi les contraintes et les défis, nous avons des inégalités territoriales et des disparités géographiques qui restent posées malheureusement. Même au Maroc, si on a un corridor atlantique qui est extraordinaire, allant de Tanger jusqu'à Dakhla. C'est d'ailleurs le recensement dernier de 2024 a montré qu'il y a une métropolisation du Maroc, mais côté atlantique. Et le reste du pays, il y a pas mal d'inégalités territoriales. On ne se cache pas de cette vérité, malheureusement. D'ailleurs, justement, Sa Majesté, encore une fois, avait recommandé ou demandé au gouvernement de créer un fonds pour lutter contre les disparités territoriales et les inégalités spatiales et géographiques, ce qui fait que nous avons une concentration
urbaine des ressources. Si Mohsin a parlé d'une capacité litière de l'hôpital de 2000 et quelques, mais d'ailleurs, CHU c'est le Maroc, c'est l'Afrique, et aujourd'hui aussi c'est l'Europe. Je découvre qu'il y a des Européens qui viennent se faire soigner chez nous parce qu'il y a un problème de rendez-vous, etc., et parce que nous avons développé des compétences énormes. Donc cette concentration urbaine fait que les autres régions sont un peu laissées pour compte. Il y a un enclavement. Et il reste un enclavement majeur que nous avons dans les montagnes du Moyen Atlas, du Haut Atlas, du Rif, des zones du sud, des provinces du sud, etc. Il y a aussi un deuxième défi majeur, c'est la pénurie du personnel médical. Je parle sous le contrôle du professeur Mohsin encore une fois. Le Maroc est très mal classé par l'OMS parce que nous avons 0,73 médecins pour 1000 habitants. On dit 7,3 pour 10 000 habitants. Alors que la norme, elle est de 15. Donc on est loin du compte, malgré tous les efforts qui se font, malgré la généralisation des facultés de médecine, parce qu'à une date très récente, nous avions 2 facultés de médecine. Rabat et Casablanca, aujourd'hui, on en a une dizaine à côté du privé. Donc on est à peu près à 12-13 universités. Et malgré cela, il y a un problème de pénurie du personnel médical, notamment les médecins. Et puis il y a un déséquilibre, comme je viens de le dire, entre les régions entre les régions. La majorité des médecins, surtout les grandes spécialités, c'est l'axe Fès, Casablanca, Marrakech en passant par Casablanca. Donc ça, c'est un défi très important. Troisième défi, c'est les contraintes économiques et sociales et de précarité. Parce que la pauvreté, malheureusement, elle reste prépondérante dans le monde rural, qu'on le veuille ou pas. Ça, c'est des statistiques, et heureusement que les chiffres sont petits. On ne peut pas se cacher la vérité. Les statistiques du HCP, les dernières d'ailleurs, montrent que le revenu moyen en milieu rural, il est estimé à 2000 dirhams, alors qu'au milieu urbain, il est à 4500. Et le PIB par tête d'habitant au Maroc, il est à peu près à 3800 $ par année, ce qui est, ça nous classe par les instances internationales au niveau d'un pays intermédiaire, mais ça montre que malgré tous les efforts qui sont faits, beaucoup reste à faire. Hier, M. le ministre ou un des collègues intervenants avait parlé de l'IDH, l'indice de développement humain, où il y a 3 composantes majeures, la santé, l'éducation et le revenu. C'est Madame la conseillère qui en a parlé, ma collègue, qui vient du Burkina justement. Le Maroc est classé 120e. Sans commentaire. J'étais au ministère de Développement Social en 2006, et à l'époque, mon ministre, c'était le professeur Harouchi, et le Maroc était classé 126e. Et il avait convoqué le représentant du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, qui produit le rapport du développement humain chaque année. Et il m'a dit, mais monsieur le représentant, je ne comprends pas. Nous avons l'IDH, nous avons des politiques de santé, nous avons des politiques... Et puis on est classé comme ça, c'est pas normal à ce niveau. Il a dit, vous allez le rester pendant 30 ans. Et là, on est déjà à 20 ans et on est à peine à la 120e place. On est plombé par un historique qu'on traîne. Et aujourd'hui, il faut le dire aussi, par exemple, l'éducation. Le dernier rapport du Conseil économique, social, du Conseil supérieur de l'enseignement et de la recherche, etc., il parle d'une hémorragie au niveau de l'éducation. 300 000 élèves quittent l'école avant 15 ans. C'est dramatique. C'est intolérable. On ne peut pas accepter ça. Donc c'est pourquoi on est dans cette situation où il y a des défis. La pauvreté, la couverture sanitaire limitée, je l'ai dit, malgré les efforts qui sont faits. Aujourd'hui, on se pose la question, parce que beaucoup de pauvres qui sont normalement censés être couverts, malheureusement, s'ils ont un portable ou Internet, ils perdent cette couverture. Quand ils vont dans des CHU ou dans des cliniques, ils disent oui, il faut payer. Oui, il y a un effort, mais il y a encore des défis qu'il faut absolument relever. Ce n'est pas des critiques pour critiquer, c'est des critiques pour aller de l'avant et faire mieux. La faiblesse des infrastructures sanitaires, professeur Mohsin, on a parlé indirectement, il y a une, comment dire,
à travers l'association, on a visité beaucoup de centres hospitaliers, de dispensaires, etc. La construction existe, elle est là, mais il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'échographe, il n'y a pas de laboratoire. Encore pire, des fois il y a un médecin, mais il vient une fois par semaine. Dans le meilleur des cas, il y a un infirmier ou une infirmière, etc. Donc, les infrastructures qui existent, généralement, l'ancien ministre de la Santé, dans le cadre de l'INDH, avait, je vous rappelle, c'est une réunion à laquelle j'avais assisté, à peu près 280 centres hospitaliers dans le monde rural où il n'y avait pas de médecin. Et dans le meilleur des cas, comme je l'ai dit, il y a un infirmier. La capacité, combien même il y a des centres provinciaux, par ce qu'on parle toujours du professeur Mouhsine, désolé, j'ai un peu empiété dans vos prérogatives. Les centres provinciaux ne sont pas ou peu, ils ne sont pas ou très peu équipés. Et les spécialistes n'existent pas toujours. Hein. Donc ce qui fait, on a besoin de faire une innovation, on a besoin d'aller de l'avant et de chercher des solutions. Justement, il y a donc des barrières aussi, c'est un autre défi, des barrières socioculturelles et éducatives. L'analphabétisme, malheureusement, malgré tous les efforts qui sont faits, on est encore à 25% comme temps moyen à l'échelle nationale. C'est l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme qui le dit, à travers le HCP aussi, les statistiques du HCP. Mais si on est dans le monde rural, on est facilement à 40%. Et donc l'analphabétisme, pourquoi? Parce que ça pose un problème de compréhension, des messages de sensibilisation, de promotion, etc., de l'accès à la santé. Il y a des fois des traditions et même une méfiance. Par exemple, c'est lié avec l'inégalité du genre, parce que les femmes dans le monde rural, on entend des fois des histoires d'une femme qui était enceinte et qui voulait accoucher, malheureusement, parce qu'elle est à côté Azela, par exemple, du monde rural, elle est décédée à cause d'une hémorragie. Et c'est malheureux. Et donc, et des fois, les femmes refusent de voir des médecins, un gynécologue obstétricien, s'il est un homme, à cause de normes sociales, patriarcales. Oui, mon mari refuse, machin, etc. Donc il y a des normes, et ça pose un autre défi. Dernier défi, c'est le problème de la coordination et de la gouvernance, qui font des fois défaut. Malheureusement, il y a une fragmentation de notre système de santé, où les collectivités territoriales ne jouent pas, il n'y a aucun rôle. La Kenchel, malheureusement, c'est le ministère de la Santé avec ses délégations, avec ses hôpitaux qui font tout, et il y a très peu de coordination entre les différents intervenants. Problème de financement qui a été soulevé par le professeur Mouhsine. Encore une fois, les statistiques sont têtues. 5,7% du PIB marocain est consacré au système de santé. Ça, c'est les chiffres de la Banque mondiale. Et je crois que c'est peu, parce que la santé, c'est un bien extraordinaire, c'est un bien commun d'ailleurs. Et puis, il y a des problèmes de planification et de coordination entre les différents acteurs. Alors, pour relever ces défis et essayer d'être positif et de contribuer et d'être complémentaire avec ce que fait l'État à travers ses hôpitaux, etc., une association a vu le jour, créée par des professeurs du CHU. En l'occurrence, je vais les citer quand même parce qu'ils méritent de les citer. Professeur Azzouzi Mustafa, qui est l'un des grands neurochirurgiens au Maroc et en Afrique, le professeur Mohamed Bellemki, le professeur Abbas Mslawi, le professeur Belkouchi, qui est un grand maître chirurgien, etc. Le professeur Amraoui, c'est des professeurs du CHU qui ont créé cette association et qui ont ramené, on va le dire, une unité mobile des États-Unis qui a été financée par les Émirats Arabes Unis, et l'inauguration a été faite par Son Altesse Royale Meriem. Vous avez la photo ici à côté, à droite, et vous avez le professeur Azzouzi qui est juste derrière, et l'ancien ministre de la Santé, Cheikh Biadillah, qui porte des lunettes, et le professeur Bellemki, il est à l'extrême gauche, à ma gauche et à votre droite. Et donc c'était un honneur de voir Son Altesse Royale dans cette inauguration. Et depuis 2007, donc nous faisons des campagnes, des caravanes
à travers le Maroc, notamment dans les régions enclavées, et pour permettre justement à la population du monde rural d'accéder à des soins de santé de qualité. Comme je l'ai dit, donc, elle a été créée en 2003, elle a eu l'utilité publique. Vous savez, l'utilité publique, c'est c'est une sorte de gratification et de reconnaissance de l'État, d'une association, comme quoi elle joue un rôle très important d'intérêt général et d'intérêt public. Je vais vous donner un chiffre qui risque de vous surprendre. Nous en avons à peine 370 associations reconnues d'utilité publique au Maroc sur un ensemble de 250 000 associations. Donc c'est vraiment un must qu'il faut absolument avoir, et grâce aux efforts qui ont été faits, l'association a eu cette gratification en 2009. Et puis la vision, c'est justement une médecine de l'association de haute qualité auprès des populations diminuées et enclavées. Les objectifs, c'est d'offrir des soins de qualité et de proximité aux populations vulnérables, surtout dans le monde rural, contribuer au désenclavement sanitaire des régions éloignées, réduire les inégalités sociales en matière de santé, renforcer la solidarité citoyenne et l'engagement associatif, et puis appuyer la politique nationale de la santé. Donc on se considère comme étant une association à la disposition de l'État. Et nous travaillons avec l'État, je vais vous le montrer tout à l'heure, en parfait partenariat avec l'État. Et donc appuyer la politique nationale de la santé, sensibiliser à la prévention et à l'éducation sanitaire, et puis contribuer à la formation. Comme a dit le professeur Mohsin, la formation des médecins et du corps médical de façon générale, elle est extrêmement importante. D'ailleurs, l'association aujourd'hui, elle est sur un projet, et j'invite le professeur Mohsin pour signer une convention avec vous. Nous sommes en train de créer notre académie, l'AMMS Academy, dont le rôle n'est pas de former des médecins, loin de là, parce qu'on n'est pas une faculté de médecine, mais c'est une formation continue, et c'est une formation qualifiante et certifiante. On est en train de discuter avec des partenaires en Inde, aux États-Unis et en France pour créer ensemble une académie. Et l'une des conditions de réussite de cette académie, c'est le partenariat avec le CHU de Rabat et celui de Casablanca et celui d'Agadez. Nos valeurs, c'est la proximité, donc dispenser des soins mobiles à destination des populations vulnérables, la gratuité. Tous les soins que nous faisons sont gratuits. Parce que c'est des populations pauvres, vous allez le remarquer. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une petite vidéo de 3-4 minutes pour vous montrer un peu ce qu'on fait. Et puis il y a une valeur importante, c'est la qualité. Et donc nous faisons appel à des professeurs, à des résidents en 5e année, en dernière année, pour pouvoir offrir des soins de grande qualité. Notre gouvernance et notre organisation, donc nous avons une instance, une assemblée générale, un bureau exécutif, nous avons des comités, un comité d'honneur présidé par le professeur et l'ancien ministre Dhak, qui est un grand juriste au Maroc. On a des comités d'organisation, de campagne, etc. Nous avons un staff administratif avec un directeur et des salariés, et puis nous sommes certifiés par des commissaires aux comptes. On est dans une faculté des sciences économiques. Donc on a tous nos rapports financiers sont certifiés, et donc nous avons une transparence et une éthique et une déontologie. Alors qu'est-ce que nous faisons? L'action de clé là c'est le professeur Belki justement qui fait des consultations ophtalmologiques, et c'est lui aussi avec son équipe qui fait la chirurgie de la cataracte. Je vais vous surprendre, et probablement monsieur le professeur Mohsin va le confirmer, nous faisons au moins 6000 cataractes par année. Je ne sais pas combien fait le CHU, mais c'est 6000 cataractes par année. On a eu un pic en 2021, parce que c'était après Corona, c'était à peu près 7000 cataractes. Et une cataracte coûte à peu près 10 000 dirhams dans les cliniques privées. Je parle sous le contrôle, encore une fois, de mon collègue. Nous faisons aussi des dépistages des affectations. Oui, Zineb me demande d'être un peu bref, je vais le faire, d'ailleurs j'ai presque fini. Et nous faisons aussi des diagnostics des affections pédiatriques, et là en face c'est le professeur Smith, le chef de service de la pédiatrie,
C'est l'un des professeurs fondateurs de l'association et qui est chef service de la pédiatrie. Alors quel est le bilan? À valeur de fin 2024, nous avions fait 500 caravanes médicales totalisant 500 000 bénéficiaires depuis la création, depuis la première unité, parce que la création avait lieu en 2003, mais la première unité mobile nous avions en 2007. Et donc vous voyez un peu là, c'est le Maroc avec 33 campagnes dans la région d'Oriental, 55 dans le nord, 69 dans la région de Rabat, etc. et 57 dans la région du Sousse, etc. Donc notre point fort, c'est une expertise reconnue, donc nous avons l'utilité publique, une équipe engagée et compétente, et puis une approche holistique de la santé, un impact durable sur la santé des populations vulnérables. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que ressentent ces personnes qui ont une cataracte. On a eu des expériences, malheureusement on n'a pas le temps de tout dire, d'une femme qui avait perdu la vue pendant 15 ans. Elle n'avait pas vu ses petits-enfants grandir du côté de Gérardaf, l'Oriental. Quand elle a été opérée par nos professeurs, c'était une grande émotion dans toute la famille. Et puis des partenariats solides avec l'État, avec les autorités locales, etc. C'est mon point de chute et je vais juste passer en revue ça. Quels sont les défis de la médecine mobile? Il y a beaucoup de défis, énormément. Le premier, c'est les défis logistiques, parce que vous imaginez qu'il y a toute une organisation derrière, il y a des camions avec des blocs opératoires, etc. Donc il faut organiser, et des fois il y a une difficulté d'accès aux zones rurales. Il y a une maintenance des unités, ça coûte extrêmement cher, parce que c'est des blocs opératoires ambulants, qui doivent être dans les meilleures conditions. Sinon, il n'y a pas de conditions d'hygiène, etc. Et puis c'est des unités lourdes, qui coûtent à peu près 8 millions, entre 8 millions et 10 millions de dirhams chacune. Et rien qu'un pneu, il coûte 4500 dirhams. Donc vous imaginez le coût de la maintenance. La capacité limitée des unités. On arrive à faire entre 50 et 100 malades par jour. Et ça dépend des équipes. Des fois, on mobilise 30 médecins. Si on a les 3 unités qui sont mobiles. Aujourd'hui, nous en avons 11. Et puis cette année, on va avoir 2, donc on va gérer 13 unités. Défi financier, comme l'a dit Mouhsin, l'argent est le nerf de la guerre. Donc nous cherchons à développer nos partenariats et à multiplier et diversifier nos financements, mais le financeur principal, c'est l'État, à travers l'initiative nationale de développement humain et parce qu'il avait mis en place cette initiative qui est un projet de Rennes et qui nous permet d'avoir des financements pour... Par exemple, je vous donne un exemple, la région du Souss-Massa, on a signé une convention de 37 millions de dirhams pour couvrir toutes les provinces pendant 5 ans. Et pour avoir, aujourd'hui, la région du Souss-Massa, elle a 4 unités mobiles et elle va avoir 2. Donc c'est une expertise aussi qu'on régionalise. Et puis il y a des coûts opérationnels élevés parce qu'on fait des déplacements, etc. Troisième défi, c'est les défis humains et organisationnels. Des fois, malheureusement, on a du mal à trouver des volontaires. C'est pas évident, parce que c'est des professeurs qui sont engagés dans leur vie professionnelle, et des fois, c'est pas évident de mobiliser tout le personnel volontaire nécessaire. La formation et la coordination. Croyez-moi qu'on ne peut pas aller de l'avant sans la formation. D'ailleurs, M. Mouhsin, vous le savez, chef professeur, ça c'est un terrain de stage magnifique pour vos résidents. Et qui sont très bien formés parce qu'ils ont très peu d'occasions, je peux le dire, pour opérer les blocs opératoires, vu le nombre de résidents qu'il y a dans les CHU. Le service d'ophtalmologie, aujourd'hui, je sais de quoi je parle, il y a beaucoup d'étudiants pour l'encadrement, et donc le taux d'encadrement, il est faible, et donc nous, on est justement complémentaires avec le CHU pour former les résidents par leurs professeurs, donc ils les accompagnent. Des fois, il y a un épuisement des équipes parce qu'on a une très forte demande. Aujourd'hui, je vais finir. J'espère que c'est utile de toute façon. Un autre et avant-dernier défi, c'est les défis liés à la couverture et à l'échelle, parce qu'on veut monter à l'échelle, mais ce n'est pas évident.
Et des fois, il y a des défis politiques et institutionnels. Malheureusement, la médecine mobile n'est pas intégrée comme une politique publique. Ou dans les politiques publiques, on a du mal des fois à convaincre les décideurs politiques pour aller de l'avant. Et enfin, il y a les défis technologiques. Aujourd'hui, c'est la numérisation. On gère toujours nos dossiers de façon manuelle et on est en train de développer une digitalisation. Et je vous remercie pour votre attention.